Le sucre. On en consomme du matin au soir, du petit déjeuner, en passant par les goûters, les desserts. Ici, vous avez du spéculoos, avec un cœur fondamental de spéculoos. Ici, il est plus classique. C'est du chocolat noir et des amandes grillées. Nous sommes au Street Fest, le rendez-vous des amateurs de street food. Une cinquantaine de cuisiniers et de pâtissiers sont ici pour faire découvrir leur savoir-faire aux Bruxellois. Arpenter ces allées, c'est faire un tour du monde gastronomique, mais aussi un retour en enfance. Le sucré, c'est avant tout la gourmandise. Alors clairement, les gens qui viennent ici, ils viennent à mon stand parce que c'est leur petite Madeleine de Proust et j'essaye de raviver un peu les souvenirs de l'enfance, comme la glace vanille fraise, par exemple, qu'on prenait au marchand de glace. Le sucre, c'est un petit moment de bonheur, pour le ventre, mais aussi pour les yeux. Mais le sucre est aujourd'hui diabolisé. Tout le monde sait désormais qu'une consommation excessive est mauvaise pour la santé. Et les pâtissiers présents ici en sont bien conscients. Et on fait attention aux quantités qu'on va ajouter dans les pâtisseries. En l'occurrence, quand on travaille avec des fruits, on essaye de ne pas rajouter du sucre en plus. Moi, j'ai vraiment voulu créer un cookie où les gens se disent après un cookie, c'est bon, c'est ce qu'il me fallait. Clairement, les grandes entreprises recherchent justement que le point de satiété soit le plus loin possible. Donc, on ouvre un paquet de cookies, on en mange un, mais le problème est qu'ils terminent le paquet et à la fin du paquet, on ne se sent pas bien. Chez les consommateurs aussi, cette prise de conscience existe. Mais si manger trop de sucre est dangereux, pas facile par contre de s'en passer. À chaque fois que je mange un plat ou que je mange salé, j'aurai toujours ce besoin de sucre. Donc j'irai toujours prendre un petit biscuit ou un petit chocolat et ça vire à une problématique clairement parce que parfois j'en ai pas spécialement envie, mais en fait c'est rentré dans ma routine d'alimentation, quoi. Je suis accro au sucre parce que c'est devenu un réel besoin en fait. On va essayer, hein. On a acheté un pancake avec du tiramisu. Et vous pouvez le voir, il se régale comme un petit fou. Pour vous-même ou pour votre enfant, est-ce que vous êtes attentive à ce que vous mangez comme sucre? On essaye, après c'est dur. Hein. C'est toujours qu'on va essayer, mais après quand... Non, franchement j'ai du mal à lui dire non. Mais bon. Je préfère qu'il mange un repas, mais il sait bien que si... En fait, à chaque fois je vais lui dire, s'il mange son repas et il a droit à ça, ben d'office il va manger son repas parce qu'il sait qu'il y a la récompense. Vous direz que le problème aussi, peut-être, c'est qu'il y a du sucre, il y en a un peu partout. Il y en a dans la bière, dans l'alcool, il y en a un peu partout, dans tous les aliments. Du coup, oui, je pense qu'il y en a carrément partout et on ne le sait pas vraiment. Est-ce qu'il y en a en trop grande dose ou en trop petite dose? On ne sait jamais vraiment la dose qu'il y a. Pas facile de s'en passer, du sucre? Je pense que c'est une drogue, le sucre. On se dise la vérité. Le sucre, c'est le plaisir du quotidien. Mais en Belgique, on en mange beaucoup trop. C'est ce que notre enquête va démontrer. Plus je mangeais du sucre et plus moi je savais m'arrêter de manger du sucre et donc plus j'avais envie de continuer cette fringale de sucre. Le Belge fait partie des plus gros consommateurs de sucre de la planète. Mais il n'en est pas toujours conscient. Le sucre est partout, dans les gâteaux, les biscuits, mais aussi les plats préparés et la nourriture industrielle. On se rend compte qu'on a du sucre caché à tous les étages de la journée. Mais peut-on vraiment comparer le sucre à une drogue? Certains scientifiques le pensent. Le sucre est peut-être considéré comme une drogue, et donc les personnes qui sont addictes au sucre comme des personnes droguées au sucre. Cette addiction aux produits sucrés devient un véritable enjeu de santé publique. Diabète, problèmes cardiovasculaires. Être dépendant au sucre, c'est mettre sa santé en danger. Qui sont ces accros au sucre? Pour le savoir, nous nous rendons dans cette pharmacie de la région de Charleroi. Cathy Eloi est assistante dans cette officine. Le sucre est omniprésent dans sa vie dès le réveil. Dès mon premier café avec du sucre. Puis si je mange des céréales, je mets du sucre dedans. Un yaourt, je mets du sucre. Voilà, c'est sans cesse et dans tout. Bonjour. Le sucre rythme toute la journée de Cathy, même le temps qu'elle passe à la pharmacie. Vous savez comment vous devez l'utiliser? Oui. Besoin du ticket? Ah, non?
S'il suffit que j'aille derrière chercher un produit, ben en passant, s'il y a un petit biscuit qui traîne ou un petit bonbon, ben voilà, on prend. Mais on va déballer. Hein. On reçoit énormément de petits cadeaux, de petits présents de nos patients et du coup, de nos stagiaires aussi. Donc du coup, c'est très difficile de ne pas succomber. Succomber à quoi? Chocolat, petits bonbons, petits biscuits, tout quoi, tout. C'est pour vous? Après 5 heures, oui. J'ai pas de volonté, voilà. On va dire j'ai pas de volonté. C'est plus fort que moi. Je dirais que c'est une maladie. Voilà, quand j'en ai pas, je le sens que je suis un peu plus énervée, un peu plus... Je suis moins bien, enfin voilà. Dès que je mange du sucre, ça m'apaise. Vous parleriez d'addiction, le mot est trop fort pour vous? Non, non, non. Non, j'assume. Je suis addict au sucre. La journée de travail est terminée pour Cathy. Une autre commence. Elle est mariée, mère de famille et syndicaliste. Le soir venu, de retour à la maison, le stress du quotidien est toujours là, les tentations aussi. Le soir, on rentre, que de d'éplucher une pomme ou de prendre quelque chose de sain, on a plus facile d'ouvrir, prendre quelque chose de sucré, un truc tout préparé au magasin. C'est parti, je pense, de ça. De la vie qui fait qu'on court un peu partout, qu'on est pressé, qu'on a beaucoup de choses à faire. Et on choisit la facilité malheureusement et c'est après qu'on se rend compte qu'on est dans un cercle vicieux. On essaie de s'en sortir, mais bon voilà. Sans surprise, au fil du temps, Cathy a pris du poids. Et sa santé se dégrade. Les résultats de sa dernière prise de sang sont inquiétants. J'ai eu l'avertissement de mon médecin. Mon médecin m'a dit que voilà, il était temps de freiner vu les conséquences que ça peut avoir sur ma santé. Parce que je risque plus tard un diabète de type 2 ou voilà, des problèmes de foie ou d'autres problèmes qui vont commencer à s'accumuler, quoi. Ça veut dire que vous estimez que votre consommation de sucre vous met en danger en termes de santé? Je pense que si je continue sur cette voie-là, oui, je peux dire que je suis en danger. Ouais. Pourtant, malgré les risques pour sa santé, Cathy n'arrive pas à se passer de sucreries. Elle est inquiète. Le sucre n'est plus seulement un plaisir, sa consommation commence à ressembler à une dépendance. J'en ai besoin tous les jours et à partir du moment où on en a besoin tous les jours, c'est que c'est une addiction. J'ai déjà essayé de diminuer, mais c'est très dur. Parce que du coup, ça joue sur l'humeur. Et même, des fois, je ne suis pas bien, j'ai des maux de tête ou un peu plus irritable. Ou, voilà. Je suis vraiment à cran si je n'ai pas de sucre. Arrivé à un moment de la journée, vers 16 h, ça devient difficile, quoi. Et ça se traduit comment? Ben voilà, je ne suis plus aussi souriante, je peux être plus agressive. Si du jour au lendemain, ben voilà, on trouve plus de sucre nulle part, ben je crois que je serais vraiment, oui, je pense que je serais vraiment en manque. Cathy est loin d'être un cas isolé. La dépendance au sucre touche de plus en plus de gens. Direction Hambourg, dans la région de Liège. Nous avons rendez-vous avec un médecin nutritionniste. Le docteur Lucia Capone est spécialiste des maladies liées aux troubles alimentaires. Pour elle, ce qui explique la dépendance, c'est l'effet que provoque le sucre sur notre corps et notre cerveau. Le sucre peut rendre accro. À partir du moment où on le met en bouche, il y a des récepteurs au niveau de la langue au sucre qui vont stimuler une partie du cerveau qui va donner un sentiment de plaisir et de récompense. Et la personne va rechercher du coup en permanence cette récompense. Le souci, c'est que pour avoir cet effet, il faut de plus en plus de sucre. Et donc la consommation augmente de plus en plus. Plus vous mangez sucré, plus vous avez un appétit important et envie de grignoter tout le temps.
Et le problème, autre des sucres raffinés, c'est que ça va vous donner un pic au niveau de la glycémie, donc du taux de sucre au niveau du sang, qui va monter très vite et qui va vous donner un effet de boost, mais ça chute très vite aussi. Et c'est cette chute drastique qui va vous donner un coup de mou qui va vous pousser à nouveau à rechercher du sucre. Et c'est le cercle vicieux qui s'installe où, comme on dit communément, le sucre appelle le sucre. État de manque, une consommation qui augmente avec le temps, on pense évidemment à d'autres substances que le sucre. On y reviendra plus tard. En attendant, pour le docteur Capone, il faut d'abord bien savoir ce dont on parle. Il existe plusieurs types de sucre, et tous ne sont pas mauvais pour la santé. Maintenant, il y a les sucres dont on a besoin, les sucres complets et complexes qu'on retrouve dans les céréales, dans les fruits, dans les légumes, y compris la viande, le poisson d'ailleurs, et les sucres qu'on ajoute, les sucres entre guillemets industriels. Et ça, malheureusement, de plus en plus, et pas seulement chez les patients, mais dans la population en général, c'est quelque chose qui devient omniprésent et qui devient vraiment problématique. Résumons-nous. Le sucre présent dans notre alimentation, ce sont les glucides. Il en existe donc deux grandes familles. D'un côté, les sucres complexes, que l'on digère lentement. On les retrouve dans le pain, les céréales, les pâtes, certains légumes. Et de l'autre côté, les sucres simples, rapides, présents dans les fruits, le lait, mais aussi le sucre de table. Le sucre, c'est le carburant de notre corps. On en a besoin pour vivre. Le danger vient surtout des sucres simples ajoutés, industriels. Ceux des pâtisseries, des bonbons, des sodas. Et cela devrait être une exception dans notre alimentation. Au niveau des sucres raffinés, des sucres ajoutés, normalement, il faut se limiter à 6 cuillères à café de sucre par jour maximum. Or, dans l'alimentation actuelle, quand on ne prête pas attention à son alimentation, on dépasse largement ces 6 cuillères à café. Pour rester en bonne santé, nous devrions donc consommer moins de 11 kg de sucre ajouté par an. Mais en Belgique, cette quantité est très largement dépassée. Nous consommons près de 5 fois la dose recommandée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. D'après les derniers chiffres, en Belgique, il y aurait une consommation en moyenne de 40-50 kg de sucre par an et par personne, ce qui est énorme évidemment. Résultat, la Belgique occupe une inquiétante 6e place au classement mondial des plus gros consommateurs de sucre industriel. Nous quittons Liège, direction Viéville, près de Charleroi. Stéphanie Devillé a rendez-vous ce matin chez sa diététicienne. Depuis plusieurs mois, cette jeune femme lutte contre une envie constante de grignoter des produits sucrés. Ça va bien, je vous en prie, installez-vous. Comment allez-vous depuis la fois passée? Ça va. J'ai juste... En fait, j'ai toujours des petites fringales l'après-midi. J'ai un peu du mal à tenir après le repas du midi. Alors, moi, je pense qu'il est toujours important d'essayer de se comprendre et de savoir d'où viennent ces fringales. En fait, à un moment donné, j'avais l'impression que plus je mangeais du sucre, et plus moi, je savais m'arrêter de manger du sucre, et donc plus j'avais envie de continuer cette fringale de sucre. Et donc du coup, le matin, on commence par du sucre et on va se coucher en mangeant quasi un bonbon, quoi. Et c'était quoi? Vous aviez l'impression que vous en aviez besoin, vous en aviez envie? Comment est-ce que vous mettez maintenant les mots là-dessus? C'est un peu les deux, parce que j'avais envie, et puis j'avais fini, et j'avais besoin, entre guillemets, d'en reprendre un, parce que j'avais l'impression de ne pas être calée, et donc finalement j'avais encore faim, et je me dis je vais en prendre un deuxième, quoi. Alors ce qui se passe, c'est qu'il est tout à fait Dans son cabinet, la diététicienne Céline Dessart reçoit de plus en plus de personnes dont la consommation de sucre est malsaine. Pour elle, ces patients ne sont pas de vrais drogués. Ils souffrent d'une addiction comportementale. Ils ont développé de mauvaises habitudes alimentaires pour compenser un mal de vivre. Quand on a un appel de sucre ou envie de quelque chose de sucré, il est bon de se poser la question pourquoi est-ce que j'ai cette envie de sucré qui arrive là maintenant? Alors, les causes d'une envie de sucré peuvent être d'ordre
d'ordre psycho-affectif, émotionnel. Donc on peut être contrarié, on peut être fatigué, on peut être anxieux, on peut être triste. Donc tout ça, ce sont des émotions qui peuvent nous faire avoir envie de sucrer. J'avoue que quand je suis un peu plus stressée, forcément j'aurais plus tendance à vouloir manger du sucre, enfin à manger des fringales. J'ai plus envie de manger parce que j'ai l'impression que ça compense mon énervement et donc je me jette sur la nourriture. Ouais. Il n'est pas impossible aussi qu'il y ait de plus en plus de dépression, de burn-out, etc. et que les compulsions sucrées soient un peu le reflet de cela. Voilà, donc quand on est dans ce rythme-là, on est finalement dans un cercle vicieux qui fait qu'on est dans une spirale infernale, effectivement. Ce cercle vicieux est aggravé par l'omniprésence du sucre. Cette diététicienne a fait les courses pour nous. Des aliments parmi les plus achetés par les consommateurs. Traduit en morceaux de sucre, on se rend compte que le volume présent dans certains produits est énorme. Faisons le calcul avec l'une des boissons les plus sucrées du marché. Ici, l'analyse de cette boisson. On va lire la teneur en sucre par 100 ml et nous sommes ici à 9,3. Donc on a 9,3 grammes de sucre ajouté, de don sucre. Donc on est à 9,3 grammes de sucre par 100 ml. La canette fait 33, donc il ne faut pas oublier de multiplier par 3,3. Donc ça veut dire qu'on a 30,7 grammes de glucides, de sucre libre dans cette canette. Pour faire la traduction en morceaux de sucre, il faut savoir qu'un morceau de sucre moyen pèse entre 5 et 6 grammes. Donc moi, généralement, je divise par 5,5. Donc c'est 30,7. On va les diviser par 5,5 et on obtient 5,58. Donc ça veut dire qu'il y a 5,6 morceaux de sucre, on va arrondir à 6, dans cette canette. 6 morceaux de sucre pour une seule canette, c'est près de 2/3 de la quantité maximale à consommer par jour. Ces sucres ajoutés, des sodas, des biscuits, du chocolat, sont souvent bien identifiés par les consommateurs. Ce n'est pas le cas pour d'autres aliments où les sucres sont cachés. Les sucres cachés, c'est les sucres qu'on va retrouver dans des produits dont on ne s'imagine pas qu'on pourrait avoir des sucres dedans. On va retrouver des sucres cachés dans des charcuteries, dans des cubes de bouillon, dans des soupes, qu'elles soient lyophilisées ou qu'elles soient en tétra. Dans certains produits qui, d'un point de vue marketing, nous font penser que c'est naturel et puis quand on va regarder la liste des ingrédients, on se rend compte qu'il y a du sucre caché quand même dedans. On a ce yaourt et je me suis fait avoir, moi, il est marqué ici du yaourt 75%, du fruit 25% et rien d'autre. C'est marqué clairement sur l'emballage et donc j'ai quand même été, parce que je suis toujours un petit peu méfiante, j'ai quand même été jeter un œil sur la liste des ingrédients. Et dans cette liste des ingrédients, on y retrouve donc du lait, jusque-là c'est tout à fait normal comme ingrédient majoritaire, de la crème et le troisième ingrédient c'est du sucre. Et il est même précisé sucre 9%. Et donc là, je trouve ça effectivement un petit peu malhonnête parce que quand on lit cette phrase qui est ici au-dessus, on a l'impression qu'on achète un yaourt sans sucre ajouté. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis parce que 75 et 25, il n'y a plus de place pour autre chose et pourtant, il y a 9% de sucre. Des sucres cachés dans un yaourt, c'est déjà limite, mais vous n'avez encore rien vu. Cette diététicienne va maintenant décrypter pour nous les étiquettes d'aliments salés. Dans cette poudre, l'ingrédient majoritaire, c'est du sirop de glucose. Ouais, c'est du sirop de glucose et puis de l'amidon de pomme de terre, sel, etc. Donc là, effectivement, si on ne va pas jeter un œil dans la liste des ingrédients, on ne le sait pas que le sirop de glucose est l'ingrédient majoritaire et qu'il est en quantité plus importante. Avec le sel, il est plus majoritaire plus que les légumes, quoi. Donc effectivement, il faut vraiment lire les étiquettes pour savoir exactement ce qu'on achète et ce qu'on consomme. Puis on a du sucre, du sirop de glucose. Ici, on a du porc à raison de 98%, du sel et puis de dextrose. Ici, dans le filet de poulet, on a du dextrose et du sucre. Et dans des merguez de poulet, eh bien, on y retrouve le mot sucre aussi. Thon aux légumes, eh bien, on y retrouve aussi le mot sucre dedans. Donc ça, c'est assez étonnant, effectivement, de trouver du sucre ici. Ces sucres cachés s'ajoutent à ceux bien visibles des encas, des goûters, des desserts. Au bout du compte, nous mangeons du sucre toute la journée.
On peut faire avec les produits qu'on a ici une journée type. Et donc si le matin on boit une boisson chocolatée pour déjeuner, qu'à 10 h la collation on prend une petite barre chocolatée telle que celle-ci, qu'à midi on prend une soupe comme ça ou une soupe comme que celle-ci et que sur notre tranche de pain on met ou bien un petit peu de charcuterie telle que celle-là ou cette boîte de thon, qu'à 4 h on prend un yaourt tel que celui-ci et que le soir on mange une merguez et qu'on a pris un bon potage avant avec ça, on se rend compte qu'on a du sucre à tous les étages, du sucre caché à tous les étages de la journée. Pas simple dans ces conditions pour les accros au sucre de s'en passer. C'est l'ensemble des habitudes alimentaires qu'il faudrait changer, le comportement addictif. Pour cette diététicienne, ces patients sont en effet dépendants au fait de manger du sucre plutôt qu'au sucre lui-même. Certains scientifiques vont beaucoup plus loin. Ils osent une comparaison déconcertante. Ce sucre, que l'on trouve dans nos armoires, serait aussi addictif que de la cocaïne. Notre enquête se poursuit et nous emmène à l'université de Bordeaux. Depuis 20 ans, le neurobiologiste Serge Ahmed s'intéresse de près au sucre et à son pouvoir addictif. Moi, je suis un chercheur en neurobiologie de l'addiction et mon domaine d'expertise, c'est d'étudier les effets des drogues sur le cerveau et comment ces effets peuvent conduire chez certains individus au développement d'une addiction. En 2003, Serge Ahmed et son équipe étudient la cocaïne. Leurs expériences sont réalisées sur des rats de laboratoire. À leur grande surprise, ces chercheurs vont découvrir des effets du sucre sur le cerveau des rats totalement inattendus. Nous, on travaillait sur l'addiction à la cocaïne. Dans les expériences, c'était relativement simple. Les animaux étaient placés dans une cage de conditionnement. Imaginez-vous une boîte rectangulaire dans laquelle ils avaient à disposition un levier. Quand ils appuyaient sur ce levier, ça leur déclenchait une pompe qui leur délivrait une dose intraveineuse de cocaïne. Ce que nous avons observé, c'est en fait on a été les premiers à le démontrer, c'est que lorsque les animaux ont un accès prolongé à la cocaïne, ils escaladent leur consommation, c'est-à-dire que leur consommation devient de plus en plus importante au fil des jours. À un moment donné, on s'est posé la question, mais dans cette cage, l'animal est seul, il n'a pas d'autre choix que de prendre de la cocaïne. Est-ce qu'on peut vraiment parler de perte de contrôle si les animaux n'ont pas d'autre choix? Donc on s'est dit, allez, proposons-leur un choix. Donc on leur a proposé, en fait, à l'époque, on s'est dit, on va simplifier les choses, on va leur donner une boisson sucrée. À notre grande surprise, et je me souviens très bien, c'était en 2003, mon étudiante Magali Lenoir à l'époque me rapporte les premières données de l'expérience et elle me dit Serge, en fait, tous les rats ont arrêté de prendre de la cocaïne pour boire la boisson sucrée. Et en fait, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Au début, on n'y a pas cru parce que c'était un résultat qui était tellement surprenant, tellement inattendu. Donc effectivement, même après plusieurs semaines de consommation excessive de cocaïne, lorsque les animaux ont le choix entre une boisson sucrée et une dose intraveineuse de cocaïne, la vaste majorité d'entre eux, et parfois même tous les animaux, préfèrent la boisson sucrée à la cocaïne. Mais peut-on comparer le cerveau d'un rat avec le nôtre? D'autres expériences sont lancées. Ces études vont démontrer que l'être humain, lui aussi, peut être accro au sucre. Dans notre cerveau, le sucre active ce que les scientifiques appellent le circuit de la récompense. Ce mécanisme qui explique qu'un toxicomane consommera toujours plus. Dans notre cerveau, on a à peu près 86 milliards de neurones. Le circuit de la récompense, c'est à peu près 1 million dans ces 86 milliards. Mais néanmoins, ce sont des neurones très particuliers qui ont une influence très importante sur notre comportement. Par exemple, je consomme du sucre. Et que ça aboutit à l'activation du circuit de la récompense, c'est ce petit million de neurones dans notre cerveau. Cette activation va faire que je vais avoir tendance à répéter là maintenant le comportement et également dans le futur. Mais cette activation n'est pas associée au plaisir en tant que tel. En fait, je pourrais très bien avoir cette activation sans expérience de plaisir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe chez les personnes addictes au bout d'un certain temps. Elles finissent par s'habituer au plaisir généré par la consommation, mais néanmoins elles continuent. Elles continuent parce que leur circuit de la récompense est toujours activé. Et donc du coup, il faut dissocier les deux, le plaisir
et la récompense, c'est-à-dire ce qui va m'inciter à reproduire, à répéter le comportement, c'est deux choses différentes. Avec ce préalable que vous venez d'exposer, est-ce qu'on peut dire que certaines catégories de population peuvent être considérées quasiment comme des drogués du sucre? Oui, on peut parler de personnes droguées dans le sens où la drogue, c'est une substance exogène que l'on ingère qui produit du plaisir et agit sur le circuit de la récompense. De ce point de vue-là, bien sûr, le sucre est peut-être considéré comme une drogue. Et donc les personnes qui sont addictes au sucre comme des personnes droguées au sucre. Mais pour ce chercheur, nous ne sommes pas tous égaux face à ce circuit de la récompense. Tout le monde ne peut pas devenir accro au sucre. On n'est pas en train de dire que toutes les personnes qui s'exposent au sucre vont développer une addiction. On est juste en train de dire qu'il y a une catégorie de la population qui peut tomber dans l'addiction vers des produits qui contiennent beaucoup de sucre rajouté. On estime que c'est à peu près 5-10% de la population. Ce pourcentage augmente jusqu'à 20% chez les personnes obèses. En termes de santé publique, c'est énorme. En Belgique, près d'1 million de personnes seraient donc potentiellement accros au sucre. Cette estimation est terrifiante. Mais comment inverser la tendance? Comment lutter à la fois contre la surconsommation et l'addiction au goût sucré? Cette école a un début de solution. Nous sommes à l'Institut des Dames de Marie, à Woluwe-Saint-Lambert. Ici, la direction a décidé de remplacer les distributeurs de soda par des fontaines à eau. Une mesure d'apparence anodine, mais ça marche. Voilà une des 5 fontaines de l'école. Donc elle est à disposition des élèves de 5e et 6e dans leur local. Elle est reliée à l'eau de ville et les élèves en profitent au quotidien. C'était à leur demande qu'on a installé cette fontaine et donc on a accédé à leur demande. C'est efficace? C'est efficace. Ils boivent vraiment très souvent. Ça sert au moment des pauses et puis ils peuvent remplir leur gourde aussi pour tenir la journée. Et même au-delà. Car depuis l'installation de ces fontaines à eau, les élèves boivent aussi moins de soda chez eux, à la maison. Ça nous permet de boire plus d'eau et peut-être moins de soda que si on avait des distributeurs. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Nous, en tout cas, on l'utilise très régulièrement et à très bon escient. Si vous aviez un distributeur dans ce local, vous pensiez que ça se passerait comment? Je pense qu'il y aurait la file à chaque récréation ou intercours pour, voilà, surtout sous cette chaleur, on a tous envie d'un petit soft. Donc je pense que oui, il y aurait une file et qu'il y aurait beaucoup plus de consommation de soda. Vous avez l'impression qu'avec ce type de mesures, vous changez un peu vos habitudes de consommation? Oui, très clairement. J'ai été dans une école au Canada où ils avaient aussi des distributeurs partout et ça produisait beaucoup de déchets. Les jeunes, à toutes les heures où ils avaient de l'intercours, ils consommaient ou bien des sodas ou bien des biscuits emballés, etc. Donc beaucoup de sucre. Le problème, c'est que maintenant, il y en a partout et qu'on ne fait pas d'office attention à notre consommation de sucre. On ne doit pas dépasser un certain taux de sucre par jour et on ne fait pas forcément attention à ça, quoi. On ne se rend pas compte que dans presque tous les produits, il y a quand même une certaine ou grande quantité de sucre. Et des fois, juste, je regarde l'emballage et je me rends compte qu'il y a une quantité de sucre dont je ne pensais même pas qu'il y avait la moitié de cette quantité. Et oui, effectivement, alors ces moments-là, je me dis, oula. Je pense que les élèves et les jeunes en général ont déjà beaucoup d'occasions de consommer des sodas et il a semblé à l'école qu'en remettre une couche, j'ai envie de dire presque en laissant un accès facile au soda à l'école, c'était en tout cas pas le rôle de l'école. On se substitue un petit peu aux parents dans le domaine de l'alimentation lorsqu'on s'en mêle, j'ai envie de dire. Mais notre devoir d'éducation, oui, ça fait partie de ça. Et puis, si les élèves peuvent transposer à la maison les habitudes prises à l'école, je pense que toutes les familles ont à y gagner. Alerter les plus jeunes sur les dangers des sodas, c'est un enjeu de santé publique. Surtout chez nous. Nous sommes les plus gros consommateurs d'Europe. Le Belge boit 2 fois plus de boissons sucrées que la moyenne européenne. Laurent Crenier est endocrinologue. Les problèmes de sucre, c'est son domaine. Il est président de l'Association belge du diabète. Ce médecin se bat depuis des années contre les sodas, qu'il considère comme une aberration alimentaire.
dans la nature, il n'existe pas d'aliments naturels aussi sucrés que ce qu'on trouve dans les sodas. Et je pense que l'être humain et nos ancêtres n'ont finalement pas été programmés par la nature pour pouvoir correctement gérer ce genre d'alimentation, finalement tout à fait artificielle. Et donc, un des problèmes de base de ces aliments très sucrés et des sodas, c'est que finalement, on va avoir une alimentation qui est très calorique, mais qui, si vous voulez, par ailleurs, ne va pas activer dans le cerveau le centre de la satiété, donc le centre qui va dire « j'ai plus faim » suffisamment tôt. Simplement parce que, voilà, le cerveau n'a pas été programmé pour gérer, pour équilibrer une alimentation avec cette tellement grande quantité de sucre. L'une des conséquences de cette surconsommation de sucre, la plus visible, c'est le surpoids. Il faut savoir que la moitié des Belges sont trop gros et que 20% des Belges, donc une personne sur 5 est en obésité. Et ça, c'est un problème de santé publique majeur, puisqu'on sait bien que le surpoids et l'obésité entraînent des conséquences médicales. Et ces conséquences vont bien au-delà du surpoids. Les sucres simples ajoutés deviennent en effet toxiques au moment de la digestion. Dans les sodas et notre alimentation, on a beaucoup de ce qu'on appelle le saccharose. Donc le saccharose, c'est le sucre de cuisine. Et quand ce sucre de cuisine est digéré, il va être transformé en glucose et en fructose. Et donc on sait que le fructose a aussi probablement un effet toxique, plus en particulier sur le foie. Le fructose consommé en grande quantité va provoquer la concentration dans le foie de graisse. Et cette concentration de graisse dans le foie, donc ça va provoquer du foie gras, si vous voulez. Ça va être aussi un facteur de risque pour développer plus tard le diabète. Mais c'est aussi un facteur de risque important de développer des maladies cardiovasculaires et d'autres maladies comme le cancer. Ces conséquences sur la santé sont désormais bien connues. Et on l'a vu, le sucre est partout, dans nos repas, sur le lieu de travail, dans les écoles, tous les lieux publics. Qui est responsable de cette omniprésence et de la surconsommation qui en découle? Nous-mêmes, incapables de manger sans excès, ou les entreprises alimentaires qui nous vendent des produits trop sucrés? Nous avons posé la question à Johan Allard. C'est le responsable du secteur nutrition et santé à la FEVIA, la fédération qui chapeaute tout le secteur alimentaire en Belgique. C'est une responsabilité partagée. Donc, on fait un peu attention en tant que secteur, ne pas dire « Ah non, non, c'est pas notre faute ». Non, on est aussi un acteur, on met des produits alimentaires sur le marché, donc on a une partie de responsabilité. Vous savez bien que l'alimentation, c'est aussi un plaisir. Donc, et parfois, on se fait un peu trop de plaisir. Ça, le consommateur a également sa partie de responsabilité. Et donc, il doit faire un choix avisé. Et donc, on peut choisir dans chaque catégorie de produits avec du sucre, sans sucre, avec moins, beaucoup, ainsi de suite. Mais il y a la consommation qui en résulte, pour pas mal de gens, est déséquilibrée, ça c'est un fait. Le secteur alimentaire assume donc une part de responsabilité dans la surconsommation de sucre. Mais il y a une notion que réfute totalement la FEVIA, c'est celle de sucre caché. Si on a ajouté du sucre dans la recette, c'est mentionné sur l'étiquette. Dans la liste des ingrédients, vous allez trouver sucre en tant qu'ingrédient. Est-ce que parfois les étiquettes ne sont pas très compliquées pour le consommateur? Ils sont compliqués, c'est vrai. Avec le temps, on a toujours ajouté des mentions additionnelles qu'il faut mettre sur l'étiquette. Mais OK, est-ce que finalement, on n'est pas en train de mettre parfois trop sur l'étiquette? C'est aussi une question qu'on a, mais trop d'informations peut tuer en fait la communication. Le secteur alimentaire reconnaît qu'il doit communiquer autrement. C'est l'objectif du futur NutriPact, un plan d'action qui sera dévoilé en octobre. Les industriels devront s'engager notamment à diminuer les taux de sucre ajoutés,
mais aussi à promouvoir davantage les produits sains et moins caloriques. De telles mesures sont très attendues par les professionnels de la santé. Notre pays fait face à une augmentation constante des cas d'obésité, surtout chez les plus jeunes. Le centre médical pédiatrique Claire-Vallon, à Ottignies, accueille 110 jeunes patients, dont 40 souffrent d'obésité sévère. Ils sont totalement pris en charge, vivent ici, dorment à l'internat, vont à l'école du lundi au vendredi. Le docteur Laure Joachim dirige ce centre et pour elle, la situation en Belgique est alarmante. Les derniers chiffres qu'on a en Belgique par rapport à l'épidémiologie de l'obésité infantile sont de presque un enfant sur 5 qui est en surpoids dans la tranche d'âge 2 à 17 ans, donc la période pédiatrique, et donc environ 20% de surpoids, mais déjà 6% d'obésité dans cette tranche d'âge. Si on prend les tranches d'âge plus jeunes, donc entre 2 et 4 ans, il y a une majoration de ces taux, puisqu'on parle de 1 enfant sur 4, 25% en surpoids et 12% environ d'obésité chez les petits enfants de 2 à 4 ans. Alors ça veut dire qu'il y a une augmentation en termes du nombre global de surpoids et d'obésité, tant chez les enfants que chez les adultes d'ailleurs, mais aussi un développement de surpoids et d'obésité dès les plus jeunes âges. Et donc ça c'est très très préoccupant parce que on voit que l'obésité ne touche pas que certains patients plus âgés, éventuellement adolescents, mais aussi des tout petits. Et on sait aussi que dans la prise en charge, plus le traitement est précoce, meilleure sera la prise en charge. Au Claire-Vallon, cette prise en charge est autant physique que psychologique. Car les enfants en surpoids sont souvent des enfants qui souffrent. Leur problème de poids n'est peut-être pas quelque chose qu'ils peuvent percevoir en termes de maladies et de problèmes d'hypertension, de cholestérol et des choses comme ça. En tout cas, on sent que ce sont des enfants qui sont peut-être pas bien dans leur peau, qui n'ont pas des interactions sociales faciles, qui sont souvent en décrochage scolaire parce qu'il y a des moqueries. Et donc, au niveau de leur développement psychique, c'est une vraie conséquence aussi. Et donc, on ne peut pas dissocier la maladie somatique de la maladie psychique. Siloé a 12 ans. Il est hospitalisé ici depuis 9 mois. À son arrivée au Claire-Vallon, il souffrait d'obésité sévère. Il se souvient aujourd'hui de la place que prenait le sucre dans son ancienne vie. Tous les jours à l'école, j'avais des biscuits, tout des sucreries. J'en mangeais vraiment tous les jours. Je ne sais même pas combien j'en mangeais. Et par exemple, même des fois, je mangeais des trucs sans que personne ne le sache, donc en cachette, on va dire. Je m'en foutais complètement. Donc, ça, bien sûr, avant, j'étais pas conscient de manger vraiment autant de sucre. J'étais déjà en obésité sévère. Quand même, j'ai dépassé les barres des 100 kilos. Je me suis dit, ouais, là, c'est quand même vraiment beaucoup. Donc, faudrait faire un truc. Donc, j'ai été prise par une diététicienne. Je prenais quand même du poids. À l'époque, aucun traitement ne fonctionne pour Siloé. Il n'arrive pas à maigrir. C'est alors qu'il intègre le centre Claire-Vallon. Le jeune garçon a besoin d'un suivi global et permanent, même en classe. Qui est d'accord avec ça? Pourquoi c'est un homme égoïste? Il veut pas prendre le cheval. Et après, il est puni parce que sa femme, elle brûle. Comment on fait? Ah non, 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 moi je veux que vous puissiez m'expliquer. Vous devez m'expliquer et vous devez m'argumenter. Il dit qu'il n'a pas de cheval, mais ça tombe, il l'avait le cheval. Est-ce que l'homme égoïste... Comme ce sont des enfants qui sont ici en internat, ils bénéficient aussi de toutes les ressources que peut proposer le centre, notamment au niveau des repas. Les enfants qui souffrent d'obésité ont évidemment un programme personnalisé et particulier, mais on a aussi des élèves qui sont diabétiques, d'autres enfants qui sont pas spécialement là pour une problématique de sucre, mais qui peuvent souffrir d'hyperactivité ou autres symptômes. Et oui, le sucre joue un rôle important dans leur journée en règle générale, tout à fait.
De quelle manière ça a un rôle parfois négatif, ça a un rôle parfois même sur leur comportement, leur consommation de sucre? Oui, on peut constater des enfants qui peuvent recevoir une collation beaucoup plus sucrée et avoir un comportement différent juste après. Je pense que ça peut être inévitablement un vrai problème dans les comportements des enfants, du petit déjeuner jusqu'à la fin de la journée. Stop. Question 10 et puis on stoppe, on fera l'autre moitié demain. Ce matin. Ici, même en classe, le suivi médical des enfants est donc constant. Les enseignantes sont en contact régulier avec les médecins, notamment pour surveiller la consommation de sucre des diabétiques. Là maintenant, il s'est pas encore retesté, il doit se retester à 11h30. Je voulais juste savoir si, comme il a gym, il pouvait pas prendre sa collation juste avant. Pour les jeunes patients, les activités se succèdent à un rythme soutenu. On va travailler aujourd'hui avec le chrono, donc 1 minute d'exercice, 30 secondes de récupération pour changer d'un exercice à l'autre. Après les cours, c'est séance de sport obligatoire. Chaque jour, la kiné tente de faire découvrir aux enfants que bouger peut être un plaisir. Après le cours de sport, Siloé et ses camarades de classe enchaînent avec l'atelier cuisine. Alors la mangue, logiquement, il y a un noyau, mais le noyau, il est plat. Et en fait, le noyau, il est là au milieu, comme ça, plat. On fait toutes des petites entailles. Ici, la diététicienne apprend aux enfants à préparer eux-mêmes leur repas pour découvrir tous les ingrédients d'une nourriture équilibrée. Tous les jeunes qu'on reçoit, c'est souvent des cas sévères d'obésité, qui ont déjà eu énormément de suivis diététiques, nutritionnels, médicaux précédemment, et qui ont déjà fait des régimes, et qui viennent de parcours de restrictions, aussi bien à la maison, à l'école, en famille, que diététiques. Et donc on veut vraiment essayer de leur réapprendre à manger sainement, mais aussi avec du plaisir et en ne mettant aucun interdit. Aucun interdit, mais des conseils, un accompagnement. Ces enfants, comme nous, sont souvent un peu largués face à ce qu'ils peuvent manger ou pas. Notamment quand ils sont confrontés aux aliments et boissons light, édulcorés. Tous les jeunes sont un peu perdus par rapport à ça. Est-ce que je peux consommer ça? Est-ce que je peux consommer ça? Mais quand on est dans du faible en calories, on a quand même 20 fois plus de calories que de l'eau. Quand on est dans du zéro sucre, on est dans du zéro sucre, il n'y a pas de calories, mais l'édulcorant fait croire au cerveau qu'on mange du sucre. Donc finalement, on n'est pas sevré du goût sucré. L'idée, c'est vraiment de les sevrer de ce goût sucré. Et moins on mange du sucre, moins on a envie de sucre. Il y en a 16. Celle-là, ça va être un petit. Ça va, je vais te donner. Le sucre qui est naturel, par exemple, dans les fruits, ceux-là, nous, on ne les diabolise pas du tout. Dans les fruits, il y a autre chose intéressant. Il y a des vitamines, il y a des fibres, il y a de l'eau, il y a des minéraux. Donc, on ne va pas, parce qu'il y a du sucre dans les fruits, interdire de manger des fruits. Il y a d'autres choses intéressantes. Si on avait fait les pizzas avec des courgettes. Oui, je me souviens. Les yaourts, c'est la même chose. Dans le yaourt, il y a du sucre. Oui, mais dans le yaourt, il y a des bonnes protéines, il y a des bons pH, il y a du calcium, il y a de la vitamine D et il y a des ferments lactiques. Parce qu'il y a du sucre, on devrait supprimer le yaourt? Non, absolument pas. Ici, les enfants peuvent donc manger du sucre en quantité raisonnable, au bon moment. Cette diététicienne essaye surtout de casser le cercle vicieux du grignotage et comprendre les raisons d'un tel comportement. C'est une envie compulsive, c'est un trouble compulsif de manger. D'ailleurs, nous, on dit aussi des envies émotionnelles de manger, parce que c'est souvent lié aux émotions. Donc, nos jeunes mangent leurs émotions. Et puis, quand on réapprend les sensations alimentaires, quand on réapprend ce que c'est que la faim, quand on réapprend ce que c'est que le rassasiement. Donc ils récupèrent un petit peu leurs sensations alimentaires et donc ces troubles compulsifs disparaissent. Et donc ils n'ont plus ils n'ont plus besoin de compenser par autre chose. Et puis quand ils travaillent le psychologique, donc c'est pour ça que c'est une équipe pluridisciplinaire aussi, comme on ne mange plus ses émotions, que ces émotions sont travaillées à d'autres niveaux, ils n'ont plus de compulsion et donc il n'y a plus besoin de compenser par la nourriture et donc l'alimentation est plus saine et plus sereine surtout. On le sait tous, le sucre est intimement lié au plaisir. Et s'il faut bannir les consommations compulsives, il faut aussi préserver quelques moments, plus rares, où l'on retrouve ce plaisir. Alexandre Formica
est passionné de pâtisserie. Ce jeune Belge a été finaliste d'un grand concours télévisé diffusé sur une chaîne française. Il s'était surtout régalé avec des réalisations aussi gourmandes que parfaitement maîtrisées. Énorme. C'est 100% réussi. Franchement, bravo. T'as travaillé le chocolat, tu l'as brossé, c'est tout un humour. C'est malin. C'est du velours. Devant des millions de téléspectateurs, Alexandre Formica a montré son talent, mais aussi qu'il est possible de réaliser des pâtisseries moins sucrées, mais gourmandes. Il faut dire qu'il n'a pas le choix, il est diabétique. En tant que diabétique et pâtissier, on dit souvent ça fait pas bon ménage entre guillemets, ça va pas vraiment ensemble, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir, aussi bien pâtisserie que dans la vie de tous les jours. Il y a moyen de se faire plaisir tout en faisant attention. Les gens se rendent compte de plus en plus que le sucre est mauvais pour la santé, en tout cas en grande consommation, donc je pense que les prises de conscience sont de plus en plus nombreuses et il y a moyen de trouver des alternatives pour justement pouvoir encore se faire plaisir avec du sucre blanc raffiné, mais d'autres alternatives également. Alexandre va nous montrer comment réaliser un classique de la pâtisserie avec moins de sucre que dans la recette traditionnelle. Donc là en fait on a tous les ingrédients pour réaliser un fraisier sans sucre raffiné et sans farine blanche. Donc pour cette recette ici, je remplace le sucre blanc raffiné par du sucre de fleurs de cocotier. C'est un sucre qui est issu de la sève des fleurs du cocotier. Et en fait l'avantage ici c'est que c'est un index glycémique qui est beaucoup plus bas que le sucre blanc, avec un pouvoir sucrant qui est plus élevé, donc ça permet d'en mettre moins et d'avoir aussi, ça donne un petit goût aussi caramélisé, donc ça apporte une texture et une saveur qui est différente aussi. Et pour la farine blanche, on va la remplacer par de la farine semi-complète. Mais attention, le sucre de coco n'est pas une solution miracle, cela reste un sucre simple. Mais associé à un édulcorant et des fruits peu sucrés, comme les fraises, cela permet de réaliser une pâtisserie plus dans l'air du temps, de suivre la tendance du moment. Je pense qu'on a une vision un peu plus diabolique du sucre à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on se rend compte aussi, il y a beaucoup d'études qui disent que le sucre n'est pas bon pour la santé. Donc forcément, je pense que les habitudes changent un petit peu, que ce soit au niveau des grands pâtissiers à Paris, en France, etc. ou même en Belgique. Voilà, c'est vraiment une tendance actuelle de désucrer un maximum. Pour cette deuxième étape de la recette, on va réaliser une crème pâtissière. Donc traditionnellement, on utilise du sucre blanc raffiné. Ici, on va le remplacer donc par une partie par du sucre de fleurs de cocotier et également par du maltitol qui est un édulcorant. Je pense aussi avoir un rôle à jouer à ce niveau-là pour essayer d'alerter un petit peu sur les méfaits du sucre, de nouveau sans vraiment rentrer dans la diabolisation extrême du sucre. Donc il y a moyen de trouver des alternatives et de continuer à se faire plaisir tout en faisant attention. Modérer sa consommation, est-ce l'un des moyens pour lutter contre l'addiction au sucre? Certains pensent qu'il faut aller plus loin et supprimer de notre alimentation tous les sucres simples ajoutés. C'est le cas de la dessinatrice Emily Gleason. Sa dernière bande dessinée est sortie en janvier. Junk Food, c'est son titre, raconte le parcours d'accro au sucre. Emily est née au Mexique, l'un des plus gros consommateurs de produits sucrés. Et c'est une anecdote familiale qui lui a donné l'idée de son livre. En 2016, j'ai reçu mes cousins mexicains chez moi à Strasbourg et ils sont allés acheter leur litre de coca. L'un d'eux l'a goûté, l'a recraché parce qu'il n'était pas assez sucré à son goût. Il m'a demandé où était mon sucre en poudre, il a rajouté 2 cuillères dedans. Et j'ai trouvé ça complètement fou. En creusant un peu, c'est là que j'ai vu que le Mexique et l'Europe utilisent un sucre différent dans le Coca-Cola, que ça les rend beaucoup plus addicts là-bas. Le diabète infantile explose, l'obésité aussi. Et certains États ont d'ailleurs interdit la vente de soda aux mineurs depuis 2020. Est-ce que ça vous a fait vous poser des questions par rapport à votre propre consommation? Alors oui, complètement. Moi, j'étais le genre d'ado qui mangeait industriel au possible parce que c'était la radinerie avant tout. Il fallait que je le vive dans mon budget. Donc on est très vite amené à manger de l'ultra transformé. Je me posais pas de questions. J'avais des problèmes de poids, d'acné, de saute d'humeur. Et en arrêtant le sucre, tout est parti, mais en moins d'1 mois, quoi. C'est impressionnant. Pour Emily Gleason, le sucre, c'est une drogue du pauvre, légale, une drogue du quotidien. C'est ce qu'elle a découvert en rencontrant des accros au sucre, qui tentent de s'en sortir grâce à des méthodes empruntées aux alcooliques anonymes. Leurs témoignages sont illustrés dans cette BD, des histoires vraies, qui ressemblent à des parcours de vie de toxicomanes.
c'est vraiment en recevant ces témoignages qu'on a réalisé l'ampleur des dégâts et jusqu'où en fait quelqu'un peut rater sa vie. Et c'était une question de vie ou mort pour 100% des gens qu'on a interviewés. C'est pas juste « oh non, j'ai mangé un carré de chocolat en trop, zut », c'est « oh non, j'ai plus rien, j'ai plus personne parce que ma vie est guidée par cette substance ». Pour protéger les accros, Émilie Glisson est convaincue que les sucres simples devraient être traités comme le tabac ou l'alcool. À savoir, interdire aux enfants certains produits trop sucrés et imposer des emballages neutres, comme pour les cigarettes. Voici un paquet de bonbons somme toute normal et on va essayer d'appliquer ce qu'on a fait aux cigarettes il y a quelques années avec le marketing donc de nourriture. À savoir, on enlève les couleurs qui attirent l'œil, on enlève les personnages sympathiques qui nous donnent envie d'être son ami, on enlève les couleurs encore une fois et surtout le plus important, hop, on va montrer les réelles conséquences d'une surconsommation de sucre. Là j'ai mis les caries dentaires chez les plus jeunes mais ça peut être des pieds amputés, ça peut être des foies cirrhosés, de l'acné, l'obésité et toutes les pathologies et autres maladies qui en découlent. Et malheureusement, je pense que c'est un futur qui est somme toute réaliste et proche. C'est un futur dans lequel je pense qu'on va arriver, c'est un cercle, hein. On l'a vu avec la cigarette, on l'a vu avec l'alcool, évidemment que ça embête qu'on nous enlève ses libertés. Pour moi, ça ne l'est pas, parce que ce sera toujours possible de pouvoir se procurer sa dose de sucre, mais c'est pour ces 5 à 10% de la population mondiale qui sont véritablement addicts. Et le problème avec le sucre, c'est qu'on va toucher des enfants de 3 ans, et on va les rendre accros, en fait, dès leur plus jeune âge. Le sucre sera-t-il un jour traité comme l'alcool et le tabac? L'interdiction ou les paquets neutres semblent pour le moment peu réalistes. Mais pour les professionnels de la santé, il est en tout cas urgent de prendre des mesures pour faire diminuer la consommation globale de sucre. Je pense qu'il faudrait déjà commencer par interdire la publicité pour les sodas. On sait bien en quoi l'alcool, le tabac sont vraiment des poisons pour notre santé. Je pense qu'au point où on en est, au point de consommation où on en est, entre autres avec les sodas, c'est aussi un poison probablement aussi important pour notre santé. C'est vraiment une bombe à retardement pour le futur quand on voit déjà l'augmentation, je vais dire presque épidémique du surpoids et de l'obésité chez nos enfants et nos adolescents. On sent que dans les démocraties modernes, la santé publique n'est plus une priorité. Je le dis très simplement et très clairement. À un moment donné, on interdisait la publicité pour l'alcool dans l'espace public. Et là, maintenant, on retrouve plein de publicités pour l'alcool dans l'espace public, au même titre que pour le sucre. Tous les acteurs de la santé publique le constatent. Ils doivent se battre au quotidien vis-à-vis du gouvernement qui envoie plein de signaux plutôt en faveur de la consommation, voire de la surconsommation, plutôt que de la modération et de la protection de la santé des gens, quoi.